Qu'en pensez-vous, Charles Gave, de cet univers un peu nouveau? Pression déflationniste, les inégalités qui commencent à devenir un sujet politique alors que généralement on considérait que ça nourrissait l'ascenseur social. Enfin bref, les réflexes habituels qui s'en vont. Je ne saurais être plus d'accord avec ce qui a été dit ici. La première des choses que je voudrais dire, c'est que pour qu'un système économique fonctionne, il faut qu'il y ait des prix de marché. Oui, ça, venant de vous, je ne doute pas que vous serez d'accord avec l'idée qu'il faut qu'il y ait des prix de marché. Les prix de marché, c'est dans le fond le système d'information qu'utilisent les entrepreneurs pour prendre des décisions. Je crois qu'on est tous d'accord, c'est un peu leur... Si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il s'exprime, qu'il se manifeste. Ou qu'il se taise à jamais. Et ensuite, ce qu'il faut dire, si vous voulez, c'est que tous les prix de marché viennent de deux prix. Le taux d'intérêt qui vous permet de faire entrer le futur dans le présent par l'intermédiaire du mécanisme d'escompte, et le taux de change qui vous permet de savoir ce que vous produisez à la maison et ce que vous produisez à l'extérieur. Ça fait 15 ans que les hommes politiques dans le monde entier, au travers de l'euro, au travers des manipulations de taux d'intérêt qui ont commencé en 2002, vous font des faux prix pour les taux d'intérêt et les taux de change. Comme tous ces prix sont faux, comme ces deux prix sont faux, ça veut dire que tous les prix sont faux aujourd'hui. Et comme les chefs d'entreprise ne sont pas idiots, comme ils n'ont pas de système des prix qui fonctionne, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est s'asseoir sur leurs mains et ne prendre aucune décision. Et ou prendre le cash qu'ils génèrent pour acheter leurs propres titres, voire emprunter de l'argent à des taux défiant toute concurrence pour acheter leurs dettes ou leurs propres titres. Donc on est dans un système qui favorise massivement la non-prise de risque, puisque vous ne pouvez plus le mesurer, le risque. Et donc, un système dans lequel vous ne pouvez pas prendre de risque est un système qui ne peut pas avoir de croissance. Donc, si vous voulez, l'absence de croissance vient tout simplement de taux d'intérêt débiles et de taux de change débiles. Et ce que ça veut dire, ce que j'essaie de dire, et c'est tout simple, c'est que si vous n'avez pas de prix, vous n'avez pas de croissance, vous n'allez pas chercher plus loin. Donc vous souhaiteriez que la BCE, finalement, n'agisse pas, je dis, comme tous les acteurs... Le moindre acteur de marché que vous interrogez... sollicite d'urgence l'intervention de la Banque Centrale Européenne pour qu'elle dégaine les armes les plus massives qu'il soit de manière à créer encore plus... L'un des crimes les plus importants fait par Bernanke, c'est quelque chose qu'il a appelé le forward guiding. Forward guidance, le fait d'annoncer au marché ce qu'il va se passer, de ne plus les prendre par surprise comme la Banque nationale suisse jeudi dernier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose d'assez simple, encore une fois. Ça veut dire que la Banque centrale vous annonce qu'ils sont capables de comprendre ce qui va se passer dans les 2 ou 3 ans qui viennent. Ce qui est une erreur logique inimaginable parce que personne n'est capable de comprendre quelque chose, pas de comprendre, de prévoir quelque chose. Personne ne peut prévoir. Si quelqu'un pouvait prévoir quelque chose, l'URSS serait le pays le plus développé du monde. Donc on ne peut pas prévoir. Donc il vous annonce un truc certain, des taux d'intérêt à 0 pour les 3 ans qui viennent, ce qui permet à tous les gars qui ont des cash flows positifs d'emprunter pour acheter des actifs à cash flow positif. Mais ça tue complètement tout investissement risqué. Parce qu'il c'est bien meilleur d'acheter un immeuble qui est loué, puisque vous avez des taux d'intérêt très bas pendant 3 ans. Donc ça détruit complètement. L'idée qu'une banque centrale peut prévoir est une erreur. Et ensuite, les marchés s'appuient sur cette erreur pour aller d'erreur en erreur. Et donc, on est dans une double imbécilité logique. D'accord. Seulement avant de marquer une pause, est-ce que vous êtes d'accord sur le diagnostic? Et en gros, je résume ça en disant qu'il faudrait que la BCE puisse agir en création monétaire pure. Absolument pas. Mais absolument pas. On pourra en rediscuter après si vous voulez. Mais ce qui me semble essentiel aussi, c'est de cesser un peu cette espèce d'idée noire qui nous traverse. Depuis 1973, j'ai commencé à travailler en 1971, c'est pour vous dire si je suis vieux. Depuis 1973, la France est en crise. Nous passons de crise en crise en crise, etc. Je vis en Asie. Je vous assure qu'il n'y a aucune crise en Asie, que la croissance est tout à fait satisfaisante, qu'il y a eu 2 milliards de gens qui sont passés d'un niveau de pauvreté absolu à un niveau de vie tout à fait satisfaisant en l'espace de 10 ans. Si vous voulez, jamais dans l'histoire de l'humanité, il n'y a eu autant de gens qui sont montés aussi vite en dehors de la pauvreté. Alors, je sais bien, ce sont des Chinois, ça n'a aucune importance, ce sont des Indiens, ils ne vivent pas à la Courneuve, mais quand même 2 milliards de gens, ça me semble, il faudrait arrêter de parler de ça. La deuxième chose que je voudrais dire, si vous voulez... Pour marquer une pause, allez-y rapidement. Oui, si vous voulez, c'est que cette absence de crise aussi, elle existe en Angleterre. La croissance en Angleterre est aux alentours de 4%, merci, 3,5%, ça va très bien. La Suède va très bien, merci. Le Danemark va très bien. Tous les pays qui vont bien sont en dehors de la zone euro. Le premier livre que j'ai écrit, c'était un livre pour dire l'euro va tuer l'Europe. Parce que ça va forcer d'abord toute une industrie
à être tués par l'Allemagne, puisque nous avons un taux de change fixe avec des gens qui ont une productivité plus forte que la nôtre, et ensuite ça va tuer nos systèmes sociaux, parce que la deuxième étape pour l'Allemagne, ça sera de faire ce qu'ils appellent la dévaluation compétitive, c'est-à-dire de faire baisser nos systèmes sociaux. C'est inacceptable. Le taux de croissance de la France, de l'Italie et de l'Allemagne était le même de 1960 à 2000. Et puis depuis 2000, il y a eu un décrochage incroyable. Donc si vous voulez, arrêtons de dire que c'est un problème mondial, c'est un problème un petit peu dans une partie de l'Europe, parce que nous avons un système monétaire qui est débile. Mais arrêtons de dire qu'il n'y a pas de solution. Bon, on en a posé des problèmes là, il me faudrait une bonne heure Une petite remarque. Les Chinois ont parfaitement analysé cette tentative de dérégler le système monétaire. Ils tiennent leur monnaie d'ailleurs. C'est possible. Alors, oui. Et donc, vivant en Chine, on a un bureau à Pékin où il y a 6 personnes qui suivent les choses. Qu'est-ce que cherche à faire le gouvernement chinois? C'est assez simple. Il cherche à créer une monnaie alternative. Exactement. De paiement au dollar. Et donc, les Chinois sont en train de retourner à des prix de marché pour leur taux d'intérêt et leur taux de change. Ça veut dire... Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir des prix de marché en Asie, et vous êtes l'Indonésie, vous avez un déficit des comptes courants parce que vous croissez trop vite. Le déficit des comptes courants, c'est que vous achetez plus à l'étranger que vous ne lui vendez. Ce qui est très embêtant. Et les Chinois viennent les voir et leur disent, vous savez quoi? Je vous le finance, votre déficit. C'est-à-dire que les Chinois sont en train de faire avec toute l'Asie, l'Amérique latine, ce que les Américains ont fait en 50 avec le plan Marshall. Ils disent, je vous finance vos choses, j'ai un excédent d'épargne, vous achetez vos biens d'équipement chez moi, et tout ira bien. Donc, il est en train de se passer que, ce que disait mon voisin est tout à fait exact, mais les Chinois sont en train de nous sortir du jeu. Parce que si vous sortez nos monnaies, il ne nous reste plus aucun avantage comparatif. On n'a plus grand-chose à vendre. Mais juste, si je peux me permettre... Continuer à s'endetter, à creuser leur déficit. Un petit mot. Non, la situation, allez-y. Vous semblez sans arrêt penser qu'il n'y a que deux leviers. On a évoqué politique monétaire, politique budgétaire. Bien sûr qu'il y a les salaires, donc on peut également mais vous avez un autre levier. Alors, en 1992, vous avez eu 2 États importants qui ont sauté. C'était la Suède et c'était le Japon. Tous les deux parce qu'il y avait eu une spéculation monstrueuse sur l'immobilier favorisée par les banques. Très bien. Qu'est-ce qu'ont fait les Suédois? Les Suédois, ils ont dit quels sont les secteurs de croissance? Les secteurs de croissance dans lesquels il peut y avoir, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est les transports publics et c'est les retraites. Ils les ont déréglementés tous les 4. C'est-à-dire que l'éducation suédoise, qui était plus centralisée que l'éducation française, maintenant 7 familles se mettent ensemble et peuvent créer leur propre école. Et chaque enfant reçoit un petit ticket pour dire vous êtes capable. Et ces tickets sont présentés aux écoles. Depuis, la Suède n'a cessé de croître. En même temps, ils ont dit bon, les banquiers, vous avez fait des âneries. On vous met en prison. Il y en a tout un tas qui ont été en prison. On vous nationalise. Je pense que ça marche assez bien. C'est très bon. Mettre un banquier en prison, ça remonte le moral de la population de façon remarquable. On a nationalisé les banques et on les a réintroduits en bourse 3 ans après et ils ont fait 5 fois leur mise. Le Japon, ils ont protégé les personnes. Ils ont protégé les banquiers. Et ça fait 30 ans qu'ils s'en sortent pas. Donc la première des choses qu'il faut faire en France, par exemple, il y a une demande gigantesque en France pour une éducation de qualité. Est-ce que le système de l'éducation n'est pas franchement extraordinairement... Non, c'est une fabrique de crétins, comme a dit un type. L'éducation en France est devenue une fabrique de crétins. Donc, la réalité, c'est qu'il faut aujourd'hui permettre à l'enseignement privé de se développer. Et aujourd'hui, la moitié des enfants, par exemple en Bretagne, sont dans des écoles privées. Il n'y a aucun problème. Donc, Jean-Marc Daniel sort de ce corps. Non, mais je veux dire, il y a toute une série de choses. Vous pouvez déréglementer les activités de croissance qui sont faites par l'État et où il n'a rien à foutre. Généralement intéressant, mais on parle d'un pays qui à l'époque avait 60% de son PIB en dépenses publiques, donc le fait qu'ils aient pu ajuster un peu à la baisse. On est à 50, on est à 58. Ils sont revenus. Nous, on est à 58. Et ils sont restés à un niveau extrêmement... mais je n'ai rien contre la dépense publique, mais il faut qu'elle soit votée. Ils ont beaucoup investi dans la formation, et en effet, je note le point d'accord, c'est-à-dire la sanction, effectivement, des fautes financières des banquiers. La priorité. Et de l'éducation, les mauvaises écoles ont fermé. C'est la dévaluation, vous avez raison de le rappeler, de le souligner. Permettez vous parlez beaucoup. M'écoutez. Oui, mais resserrez vos propos, les minutes filent très vite. Mais on n'est pas dans un colloque. Il y a un livre qui s'appelle Les vraies lois de l'économie et il y a un chapitre sur la loi du gâteau qui dit que plus on le partage, mais plus il y en a, qui est le contraire de l'idée reçue dans le mainstream, disons. Pour peu que le gâteau grossisse. Mais
Mais c'est un fait qui n'est plus le cas. par l'analyse économique pour des tas de raisons. Par exemple, Seconde au compteur, allez-y. 4 secondes. Si vous voulez, je crois, moi j'ai discuté avec un homme qui s'appelait Thomas Sony, qui était le chairman de la réserve fédérale de Kansas City il y a 4 ans. Et il m'a dit, Charles, qui était un vieil ami, on était deux à déjeuner. Charles, il faut que tu comprennes que la politique monétaire des États-Unis a été capturée par une plutocratie à la fin des années Clinton et que cette plutocratie exerce une pression pour le bénéfice de cette plutocratie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la politique monétaire des États-Unis est faite par les riches pour les riches. Pour les banquiers. C'est tout. Donc, si vous voulez, il faut sortir de ça. Il faut retourner à la démocratie. On a fait le tour.